Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de 20h. Voici le titre. Agenda chargé pour le chef de l'État à Kigali. Macky Sall a présidé la réunion du NEPAD sur la maîtrise de l'énergie sur le continent. Il a également participé à la rencontre sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Le président Macky Sall qui a condamné vigoureusement la tentative de coup d'État en Turquie. Le pays a échappé en coup d'État. L'armée a tenté de déposer le président Recep Tayyip Erdogan. La tentative a fait donc plusieurs victimes. Dakar abrite une conférence de haut niveau dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale. L'éradication des crimes sexuels est au centre de cette rencontre présidée par le Premier ministre. Et puis dans les préparatifs du Conseil des ministres délocalisé, nous abordons ce soir la question des infrastructures. Nous parlerons du pôle urbain du Lac Rose et de la baie de Anne avant de terminer par Mbebes. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui à Kigali la réunion du comité d'orientation du NEPAD. L'accent a été mis sur la maîtrise de l'énergie sur le continent à travers le mix énergétique. Le président Macky Sall a également pris part à la rencontre sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Pape Biram Biguenyaï. Première journée du chef de l'État à Kigali. Elle démarre au pas de charge à 8 h du matin. Le président Macky Sall attendu à une rencontre de haut niveau sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Autour de la table, la nouvelle présidente en exercice de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, le premier ministre éthiopien, la ministre rwandaise de l'agriculture, le président de la BAD et des représentants d'institutions financières telles que la Banque mondiale, entre autres. Le sujet est capital et touche directement le vécu des populations, notamment les femmes. Alors pour le président Macky Sall, plus question de tergiverser sur l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Le moment est venu d'agir. Je salue avec beaucoup de plaisir le rôle de la Banque africaine de développement, avec l'engagement connu d'Adesina, son engagement pour la mise à disposition de ressources de l'ordre de 3 milliards de dollars. Je pense qu'il serait urgent de mettre ces ressources à la disposition des femmes africaines. Évidemment, le système bancaire n'est pas... Le système bancaire, nous le savons, s'il n'y a pas d'accompagnement, ne permet pas d'aller et d'atteindre les objectifs, puisque d'abord les taux de crédit pour les femmes sont extrêmement élevés sur le continent. C'est un combat que je mène au Sénégal et il faut baisser ces taux à moins de 3% pour l'agriculture. Normalement d'ailleurs, nos actions devraient permettre de bonifier totalement et de permettre aux femmes agricultrices africaines d'avoir accès à taux zéro à des crédits pour le financement de leurs activités. Action, le mot qui résume tout. Financement, accès au crédit, aux fonciers, aux semences et au matériel agricole. Tout un schéma de restauration d'un équilibre à la fois social et économique. Au Sénégal, dans le sud notamment, ce sont les femmes qui portent l'agriculture à travers le riz. Alors il est temps de les considérer comme de véritables actrices du développement. L'espoir est permis. En Afrique, le NEPAD est aussi source d'espoir. Le chef de l'État a présidé la rencontre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. Plusieurs progrès sont notés. Malgré nos difficultés, la mise en œuvre des stratégies continentales est en train de s'accélérer. Il en est ainsi du programme de développement des infrastructures qui se poursuit sans relâche sur l'ensemble du continent grâce à la détermination de tous les chefs d'État. L'agriculture africaine est devenue un important levier de transformation économique à la faveur de l'intégration par la déclaration de Malabo, l'intégration des chaînes de valeur qui offrent des perspectives d'emploi aux jeunes et aux femmes tout en contribuant à la promotion de l'entrepreneuriat et du commerce agricole. Désormais, cap sur l'industrialisation du continent, avec un enjeu et défi de taille, l'autonomisation énergétique.
à travers notamment la mise en place d'un fonds pour l'électrification de l'Afrique. Là-dessus, le continent doit rester solidaire, dira le président Macky Sall, et ce, pour une exploitation optimale des ressources naturelles en énergie. Bref, éviter de tomber dans le piège du changement climatique. Là aussi, c'est un autre piège qui nous attend. Tout le monde sait qu'il faut un mix énergétique équilibré pour assurer vraiment l'autonomie de l'Afrique en matière énergétique. On ne peut pas, pendant que tous les autres continents ont un mix équilibré, vouloir interdire à l'Afrique d'utiliser également ses sources d'énergie, la géothermie, le charbon. Il faudrait évidemment que les technologies propres qui accompagnent ces sources d'énergie fassent que nos partenaires et nos bailleurs, notamment la Banque africaine de développement, puissent continuer à financer les projets déjà en cours sur le continent et à venir dans le cadre de cet engagement fort, puisque l'Afrique, on le sait, ne fait pas partie de ceux qui menacent fondamentalement la couche d'ozone, parce que notre contribution dans la pollution reste absolument marginale. Moment d'échange et de partage entre leaders africains, en prélude à l'ouverture de la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'agit de parler d'une seule voix ce dimanche à Kigali. En marge de ces rencontres, le chef de l'État a condamné l'attentat terroriste de Nice. Il a présenté ses condoléances au peuple français. Le président Macky Sall, qui s'est également prononcé sur la tentative de coup d'État militaire en Turquie. Nous l'écoutons au micro de Pape Birame Biguediaye. Un attentat d'une gravité extrême, un acte inqualifiable qui nous rappelle simplement que la question du terrorisme n'est plus une question isolée. Elle n'est plus une question qui concerne seulement la France ou le Mali ou tel autre pays. Aujourd'hui, nous avons un cancer qui s'est gangréné sur le monde entier. Il y a des formes différentes et nouvelles d'intervention du terrorisme. C'est dire qu'il faut une prise de conscience universelle sur la nécessité d'harmoniser les moyens de lutte et de faire en sorte que, évidemment, le terrorisme soit vaincu. Les pays musulmans sont les plus grandes victimes du terrorisme, et depuis fort longtemps. Mais nous sommes arrivés à un point où aujourd'hui c'est la conscience universelle qui est éveillée. Et donc il faut mettre les moyens qu'il faut, la coordination qu'il faut pour traiter de façon déterminante cette question. Sinon, nous aurons encore beaucoup de situations malheureusement comme celle que nous venons de vivre à Nice et partout dans le monde, puisqu'il suffit d'une personne mal intentionnée ou décidée à mourir pour entraîner avec elle un nombre incalculable de victimes. Et n'importe quelle occasion peut être un moyen d'entraîner un carnage comme ce qu'on a vu à Nice. Je renouvelle mes condoléances au peuple français, au gouvernement et au président Hollande en cette douloureuse circonstance. Le cas de la Turquie a indiqué combien les pays peuvent être fragiles. Parce que la Turquie, c'est quand même un pays européen, c'est un pays qui fait plus de 80 millions d'habitants, qui a une économie forte. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, des militaires puissent comme ça, parce qu'ils détiennent des moyens, des armes, puissent se réveiller pour renverser un gouvernement élu. C'est tout à fait inacceptable et il faut que le monde entier condamne ce fait. D'ailleurs, sur ce plan, l'Afrique aujourd'hui est en avance, puisque l'Union africaine n'autorise plus et ne tolère plus aucun coup d'État, aucune prise du pouvoir par des formes non constitutionnelles, et je pense qu'il doit en être ainsi partout dans le monde. Je condamne donc fermement cette tentative de coup d'État. C'est donc la condamnation du chef de l'État après l'acte de terrorisme à Nice en France et puis la tentative de coup d'État en Turquie. La Turquie qui a donc échappé à un putsch mené par un groupe de soldats rebelles. Le dernier bilan fait état d'au moins 265 personnes tuées et 2800 militaires arrêtés. 34 généraux et colonels ont été démis de leurs fonctions. C'est Dina Fall. Les événements ont débuté vendredi soir, mais le putsch a échoué. Au moins 265 personnes, dont de nombreux civils, auraient été tués dans la tentative de coup d'État d'un groupe de soldats rebelles qui a été maté ce samedi matin. Les forces de sécurité turques ont arrêté plus de 2000 personnes,
pour la plupart des militaires en lien avec cette tentative. 5 généraux et 29 colonels rebelles ont été démis de leurs fonctions sur ordre du ministre de l'Intérieur. Tôt ce matin, le président Recep Tayyip Erdogan est rentré à Istanbul après avoir interrompu ses vacances et assuré que tout allait bien. C'est terminé. Le président Erdogan s'est offert le soutien d'une population effrayée par la perspective de vivre sous le joug de l'armée et qui a massivement répondu à son appel à descendre dans les rues. Des soupçons visent Fethullah Gülen, opposant qui vit en exil depuis 17 années aux États-Unis. Des coups de feu sporadiques étaient toujours audibles au petit matin dans plusieurs quartiers d'Ankara et d'Istanbul, après une nuit de violence marquée par des explosions causées par des bombardements. Ankara, dans la capitale, chars d'assaut et militaires ont envahi les rues. Un couvre-feu a été imposé et les vols d'avions ont été annulés. Voilà, 265 morts et près de 2800 arrestations dans les rangs de l'armée. C'est le bilan encore provisoire du putsch manqué en Turquie. Ici, chez nous, des experts, des universitaires, des magistrats, avocats et membres de la société civile venus de différents coins du globe sont à Dakar pour engager une réflexion générale pour l'éradication des crimes sexuels. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale, une conférence de haut niveau présidée par le Premier ministre, c'était ce matin, Maman Moussaya. Des exactions, l'Afrique en a connu. Des violences sexuelles aussi. Des crimes graves qui heurtent la conscience. C'est le cas en Centrafrique, par exemple. Un phénomène qui a marqué et continue de marquer mon pays au fer rouge et qui doit être éradiqué. En Guinée, depuis 1958, les droits humains sont bafoués. Le temps est venu de mettre fin à cette situation. Nous travaillons en parfaite complémentarité avec la CPI, notamment concernant les massacres du 28 septembre 2009. Où le pays est en train d'assumer sa responsabilité. Pour faire face à ces crimes graves contre le droit international humanitaire, la Cour pénale internationale a été créée. C'était en 1998, le 17 juillet, un anniversaire célébré au Sénégal avec la CPI et sa présidente. Je voudrais à travers vous remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, en organisant cette cérémonie aujourd'hui, ici à Dakar, avec comme thème les crimes sexuels et à la caractère sexiste. Le Sénégal témoigne une fois de plus ce solide engagement. Le Sénégal, premier pays au monde à ratifier le statut de Rome, cela témoigne de son engagement à mettre fin aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Il nous faut développer la complémentarité prévue par le statut de Rome. Il nous faut aussi sans cesse exhorter les États et les différents acteurs à renforcer la coopération avec la Cour pénale internationale et à travailler à l'universalité du statut de Rome. 3 panels sont prévus au cours de cette rencontre. Ils portent sur l'émergence de la justice pénale internationale, la prise en charge des crimes sexuels, les échanges de pratiques et d'expériences, entre autres. Pour un retrait efficace des enfants de la rue, il faudra impliquer tous les acteurs. C'est la conviction de Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui a reçu un groupe de maîtres coraniques de Badianougor et de Ndayudara. Ces acteurs du programme de retrait ont décidé d'œuvrer pour le respect des droits des enfants à Basso. Un important volet est accordé à la communication et au dialogue avec les acteurs de la petite enfance. Ils sont maîtres coraniques, arabisants, Ndayudara ou Badianougor, à répondre à l'appel. Cette rencontre a permis d'échanger d'expériences pour une meilleure prise en charge des apprenants. Le droit à l'éducation. L'État doit prendre ses responsabilités pour une bonne éducation des enfants. Le président ne cible pas les talibés, mais les enfants. Dans la rue, on voit des enfants de tout âge. Certains les exploitent simplement. Et nous sommes contre cela. Une famille, un bol. Une famille, un bol veut dire que c'est pour assurer au moins à chaque talibé qui habite dans un même endroit que cette maman de Dara, pour qu'il puisse au moins manger.
Les groupements de femmes doivent s'impliquer avec des cotisations de 50 ou de 100 francs. Nous assurons la prise en charge de nombreux apprenants à tout bas. Ces cotisations permettent même de les soigner. Une des expériences parmi tant d'autres objets de débat, un débat riche et fructueux, voire participatif, puisque de l'avis de la tutelle, l'amélioration des conditions de vie et d'études de ces apprenants est une affaire de tous. Tous les acteurs sont invités à s'impliquer dans ce processus de retrait des enfants dans la rue. C'est un problème qui ne concerne pas uniquement les Dara, mais il y a des familles qui sont concernées, des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants, des bébés parfois. Il y a un bébé d'1 mois dans la rue, qu'on a pris dans la rue, et le processus a été de les sensibiliser sur les dangers et de la loi qui interdit la maltraitance des enfants dans la rue, l'exploitation des enfants. Il y a une activité d'accompagnement qui s'est déroulée au centre Guinée, qui a consisté à mettre à la disposition des maîtres coraniques qui ont accepté de venir retirer leurs enfants des appuis. Les Badianougor et les Ndeyudara jouent un rôle important dans leurs localités respectives. Elles sensibilisent et elles mènent des actions en faveur de la communauté. Ces relais ont été sensibilisés sur le programme de retrait des enfants de la rue, un programme qui vise la promotion des droits et la protection des enfants. Ouf de soulagement des populations de Kirbiran dans la région de Kaolack. Elles vont bientôt disposer d'un forage d'un débit de 40 mètres cubes heure. Le PUDC qui a construit l'ouvrage a procédé à la réception provisoire. Pape Bounatiaou. Les populations de Helkom Biran ne se sont pas fait prier pour sortir accueillir leurs bienfaiteurs. Ce forage en construction dans leur village est un vieux rêve qui, grâce au programme d'urgence de développement communautaire, se concrétise. Le forage est arrivé à point nommé. La commune compte 33 villages qui dépendaient d'un seul forage. Donc vous imaginez le problème. Si aujourd'hui on a un autre forage ici à Kirbiran, c'est vraiment un soulagement. Le forage de Kirbiran polarise 6 villages au total et devrait débiter à 40 mètres cubes heure. Il sera accompagné d'un château d'eau de 200 mètres cubes, 20 bornes fontaines et 2 abreuvoirs. L'infrastructure mettra fin aux longues corvées des femmes à la recherche du liquide précieux. Elles pourront également développer des activités de maraîchage. Nous rendons grâce à Dieu puisque le forage est là. Nous pourrons développer nos activités et d'ailleurs nous sommes déjà organisés en GIE. À Ngekor, toujours dans la zone, le forage construit en 1984 est atteint par la limite d'âge ainsi que le château d'eau qui est presque devenu un danger permanent pour les populations. Le PUDC a pris l'engagement d'effectuer des travaux de rénovation et de renforcer le débit au grand bonheur des habitants de cette localité. On est sorti maintes fois pour commander de l'eau, mais enfin, voilà, le PUDC va enfin nous sortir du gouffre. L'autorité de la région de Kaolack a reçu la délégation du programme d'urgence développement communautaire. Il s'est félicité de la célérité des travaux en cours dans sa région, non sans formuler quelques suggestions. L'USAID vient de lancer à Ziguinchor un nouveau projet dénommé Assainissement, changement de comportement et eau pour le Sénégal. Il s'agit de développer des services durables d'eau et d'assainissement d'un montant de près de 20 millions de dollars. Ce projet va toucher 6 régions du Sénégal. Abdoulaye Ban. Ce projet qui va durer 5 ans a pour rôle de développer des services durables d'eau et d'assainissement. Il va améliorer les pratiques d'hygiène et l'état nutritionnel des populations de la région de Ziguinchor. Accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement d'une manière durable avec une approche marché. Ce qui veut dire aider le développement des marchés autour de l'eau et de l'assainissement. Regarder où est-ce qu'on peut avoir des efficiences dans les chaînes de valeur pour réduire le prix, surtout au niveau de l'assainissement. Financé par l'USAID, le projet Assainissement, changement de comportement et eau pour le Sénégal ou encore Access vient accompagner des réformes du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement qui sont adoptées par le gouvernement du Sénégal.
appuyer le gouvernement du Sénégal à tous les différents niveaux pour mieux planifier, mieux coordonner l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le projet va travailler dans 6 régions, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba et Matam. Le coût du projet, c'est à peu près 20 millions de dollars américains. Nous sommes tout heureux de contribuer à la mise en œuvre de ce projet qui en réalité cadre avec les orientations de l'État du Sénégal, et plus particulièrement dans les secteurs de l'assainissement et de l'hydraulique, parce que la volonté affichée de l'État, c'est en réalité de corriger les disparités régionales. Cette rencontre a été l'occasion d'informer tous les intervenants sur les objectifs et les résultats attendus. Ainsi, un autre atelier régional de validation est prévu dans les mois à venir afin de partager d'autres informations sur le projet Access. Ici à Dakar, la commune des Parcelles Assainies souffle ses 20 bougies. Le conseil municipal célèbre ce 20e anniversaire à travers un vaste programme d'activités qui vise à améliorer les conditions de vie des Parcellois. Le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture des manifestations. Pape Kolingom. C'est par une minute de silence à la mémoire d'illustres fils des Parcelles Assainies rappelés à Dieu, suivi par l'exécution de l'hymne national, que les activités marquant les 20 ans de la commune des Parcelles Assainies ont été officiellement lancées. Les 20 ans de la commune des Parcelles Assainies, c'est 20 ans de la réforme de 1997, qui fut une réforme majeure, une réforme historique, une réforme qui avait fait que les territoires dans ce pays avaient acquis leur statut et leur noblesse. Pendant 3 jours, autorités administratives, locales et religieuses, personnes ressources et experts vont passer à la loupe les différents défis en jeu de la commune des Parcelles Assainies. Parmi les projets planifiés à court terme, nous avons par exemple le projet d'hôpital de 200 lits que nous voulons construire avec le soutien de la ville et de l'État. Les nouvelles infrastructures pour l'éducation que nous attendons de l'État, la bibliothèque municipale, le centre d'état civil, mais aussi des infrastructures routières avec la deuxième phase de la BOD avec la ville de Dakar, mais aussi l'important programme de pavage avec un système important par rapport à l'emploi des jeunes. La sécurité, au deuxième poste de police en 2015 avec le ministre de l'Intérieur. Venu présider la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre de la Gouvernance locale a magnifié l'initiative. L'initiative que vous avez prise de commémorer les 20 années d'existence de la commune des Parcelles Assainies est une excellente initiative. De mon point de vue, car vous offrez aux Parcelloises et aux Parcellois, mais également à tous les amis et partenaires de votre commune, l'opportunité de réfléchir sur la trajectoire et les défis de votre cité. Vous pouvez compter sur l'appui de mon département pour la réussite de ces manifestations, car cette célébration est celle de la décentralisation et du développement local. Elle est aussi celle de l'ensemble des communes nées il y a 20 ans. Pendant 72 heures, la commune des Parcelles Assainies va vibrer au rythme des panels de réflexion, d'expositions et manifestations culturelles et sportives. Ce 20e anniversaire des Parcelles Assainies va être clôturé par l'organisation d'un festival. Dans les préparatifs du Conseil des ministres délocalisés, direction Guédiawaye, entre la mer et les habitations, une toute nouvelle infrastructure routière s'est incrustée, dénommée VDN Section 3. L'ouvrage donne à Dakar une 3e porte d'entrée et de sortie à côté du péage et de la nationale. L'impact est immédiat, plus de mobilité et une image plus positive de la banlieue. Mamadou Sambambo. 17 km, 2 fois 2 voies. 3 échangeurs d'envergure, des passerelles sécurisées, 6 bretelles reliant la VDN au réseau existant dans les principaux quartiers et communes riveraines. La voie de dégagement nord, section 3, a fini de s'imposer au décor de l'axe Golfe-Guédiawaye-Tivaouane-Peulh. Là, nous sommes sur la 3e section de la VDN, qui vient de s'achever. C'est un projet qui permet de régler le problème de la mobilité urbaine et de faciliter l'entrée et la sortie de Dakar. Nous avons entamé la 2e section qui relie
la première section entre le CICES et le golfe de Guédiawaye en passant par Cambérène qui va s'achever en 2017. Après la deuxième section de la VDN, nous allons aussi réaliser une quatrième section de la VDN qui permettra de raccorder Tivaouane Peulh à Diamniadio. Dans ce projet, rien n'est laissé au hasard. Ouvrage d'art, reconstitution de la bande de Filao, éclairage et assainissement. L'impact sur la mobilité et sur l'image de la banlieue est certain. Les populations le décrivent comme dans un rêve. Ça a changé carrément le décor de la ville. Donc la ville est devenue beaucoup plus belle. Vous voyez, il y a des giratoires, il y a des aménagements qui ont été mis. C'est une image très positive au niveau de la banlieue. Ça devient une plaque tournante. Les gens qui vont vers l'est, c'est très rapide. Les gens qui vont vers l'ouest, c'est très rapide. Donc, c'est un développement pour tout le monde. Avant, c'était un village. Maintenant, ça devient un village moderne. L'autre axe routier qui focalise l'attention ici, c'est la route des Niayes. Avec l'accroissement de la population et la densité du trafic, cette voie s'est révélée obsolète. C'est à moins de 23 km. Mais c'est facile de faire 3 heures ou 4 heures de temps sur la route. Les gens, pour quitter Kermassar pour aller à Liberté 6, aller travailler le matin, il faut se réveiller à 5 heures du matin, 6 heures du matin pour aller travailler. Rentrer le soir, revenir chez soi avant 20 heures, c'est difficile. Les pouvoirs publics se donnent 2 ans pour mettre à niveau la route des Niayes. Les travaux ont d'ailleurs démarré. Cette route va être élargie en 2 fois 2 voies avec un système d'assainissement soutenu des caniveaux de part et d'autre de la route. Du rond-point Liberté 6 jusqu'à Kermassar pour résoudre un peu le problème d'assainissement au niveau de la banlieue de Dakar et en même temps rendre fluide la circulation. En attendant, c'est l'échangeur de l'émergence qui mobilise toutes les énergies. Même le très discret Aliou Sow, PDG de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE, sur ces images, est monté au front. Tous les jours, il passe, il donne des orientations, il regarde l'avancement. S'il faut mettre des moyens, il n'hésite pas à mettre des moyens. C'est un projet qui lui tient à cœur. Émergence, VDN 3, route des Niayes. Des joyaux et chantiers parmi tant d'autres qui, à coup sûr, vont augmenter la qualité de vie dans la banlieue dakaroise. Le président de la République va inaugurer les ouvrages et procéder au lancement des travaux pour les projets. La VDN 3, Mamadou Samombo, va rendre la banlieue plus accessible, vous l'avez dit, mais va également aider Dakar qui étouffe, raison pour laquelle 4 pôles urbains seront créés pour faciliter l'acquisition d'habitat pour les ménages. Bientôt, le plan d'aménagement du pôle urbain du Lac-Rose sera validé. Les travaux de cette nouvelle ville devraient créer des milliers d'emplois pour la jeunesse. Sidna Lufal. Le pôle du Lac-Rose fait partie des 4 pôles urbains de Dakar. Des logements, des hôtels, plusieurs infrastructures y sont prévues. L'objectif est de faire de ce pôle une nouvelle ville. Au niveau du pôle urbain du Lac-Rose, le plan d'aménagement va bientôt être validé. Et cela va nous permettre, nous, de pouvoir mener nos activités de réalisation d'infrastructures hôtelières. 1 kilomètre, moins d'1 kilomètre. Il y a moins d'1 kilomètre entre la mer et le lac. C'est un site idéal pour les touristes. Les populations de Niag et autres localités qui constituent le pôle urbain du Lac-Rose saluent le projet. Nous soutenons le président Macky Sall pour les projets qu'il a entamés. Nous souhaitons obtenir des logements. Ici à Niag, nous souhaitons que les jeunes soient employés. La gestion et le développement des infrastructures publiques au niveau des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose sont confiés à la SOGIP SA. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la création d'emplois et dans le cadre du programme d'action prioritaire 2014-2018, il est prévu pas moins de 15 000 emplois. Et d'ores et déjà, je peux dire, avec la construction des infrastructures hôtelières, sportives, et même commerciale, dont la SOGIP s'occupe de la maîtrise d'ouvrage, rien que pour ces infrastructures-là, nous allons employer au moins 3500 Sénégalais qui vont être mobilisés pour la réalisation de ces infrastructures. Une famille, un toit.
Le projet, qui vise à faciliter l'accès à un toit décent à tous les Sénégalais, travaille avec des promoteurs pour la construction d'habitats au niveau du pôle urbain du Lac Rose. Sur l'offre, il s'agit d'appuyer les promoteurs en termes de mise à disposition d'assiettes foncières. En termes d'aménagement primaire, c'est l'arrivée de tous les réseaux eau, électricité, assainissement, drainage, voirie jusqu'au site, c'est ce qu'on appelle les réseaux hors site. Les ménages peuvent dès à présent faire leur démarche, s'informer et s'enregistrer pour acquérir des logements au pôle urbain du Lac Rose. La demande est très forte. Les promoteurs ont déjà constitué leur projet. La demande de ménages qui veulent acquérir des logements est en train de se constituer. Ici, à notre niveau, la base de données est en train d'être constituée. Le pôle urbain de Lac Rose, une nouvelle ville, loin de la pollution, près de la mer et qui va offrir aux familles et aux promoteurs un cadre propice au développement de leurs activités. 42 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet que l'État du Sénégal a initié pour dépolluer la baie de Hann. L'État, à travers l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, ambitionne de raccorder plus de 10 000 ménages et tous les industriels installés sur le périmètre de la baie. Focus sur la baie de Hann avec Amadou Aramtiam. Une vraie bombe écologique, c'est ce qui est devenu aujourd'hui celle qui était qualifiée de la plus belle plage au monde après celle de Rio de Janeiro. La baie de Hann, une fierté perdue du fait de l'homme. Il y a les agressions dues au rejet industriel, parce que l'essentiel des entreprises qui sont installées de Petit Mbao jusqu'à Colobane déversent directement leurs eaux usées dans la mer. C'est une baie aussi qui est victime des agressions humaines, parce que d'abord il y a les déchets solides domestiques qu'on déverse à la baie, de même que les déchets d'eau usée. Une baie qui faisait la réputation de ce village de pêcheurs par les touristes amoureux de son sable fin, une mer nourricière par ses différentes espèces de poissons, une belle époque loin de sa pollution du moment. C'est-à-dire pollution aussi ben effet bu néfaste la ci def parce que day tax produit bi dafay gën a rare. À cause de cette forte pollution, le poisson se fait de plus en plus rare. Du coup, nous sommes obligés d'aller très loin en mer pour le trouver. Ce qui augmente bien sûr nos dépenses en carburant. Et cela est très pénible pour nous qui vivons que de la pêche. Des produits hautement toxiques, sans pré-traitement, déversés dans la mer par les usines, un canal 6 qui charrie ses déchets, ses eaux noirâtres et puantes dans la baie. Ces enfants n'imaginent pas les risques de leur insouciance dans cette zone interdite de baignade. C'est un projet de dépollution que l'État a initié pour rendre à la baie ses lettres de noblesse. Ce projet a un coût total de 42 milliards répartis comme suit. D'abord, il y a l'Agence française de développement qui a donné un financement de 30 millions d'euros, soit un peu plus de 19 milliards. Il y a aussi la Banque européenne d'investissement qui compte donner 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 milliards. Et aussi l'État du Sénégal qui y met 10 milliards de francs CFA. Avec un projet de raccorder tous les industriels, il ne serait plus autorisé aucun rejet de déchets le long de la baie. Grâce à une démarche inclusive, les populations se sont appropriées le projet. Le projet de dépollution de la baie de Hann vient à son heure. C'est un projet en tout cas que nous jugeons pour l'instant extrêmement important puisque son objectif véritablement est d'améliorer la qualité des eaux. Un projet consistant de dépollution décliné en 4 composantes. Ce projet, nous l'avons à 4 composantes. Une première composante qui concerne le réseau primaire, l'intercepteur, avec celui de longueur environ de 18 km, avec cette station de pompage. Nous devons le réaliser dans un délai de 24 mois. Il en est de même de la station d'épuration, d'une capacité de 25 000 m3 jour. Là aussi, le délai de réalisation est de 24 mois. L'émissaire qui sera posé dans la mer sur une longueur de 3 km doit être réalisé dans un délai de 18 mois. Et c'est ce même délai aussi qui est imparti pour la réalisation du réseau secondaire qui permettra le raccordement des domiciles et le raccordement aussi des industriels.
Une enveloppe de plus d'1 milliard a permis de payer les impenses des emprises impactées par le projet. Selon l'autorité, le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l'année et la durée de réalisation est de 2 ans. Nous allons faire à présent un zoom sur Mbobos, l'une des plus grandes décharges de l'Afrique de l'Ouest, située dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Mbobos accueille toutes les ordures ménagères de la région de Dakar. Plus de 1500 personnes travaillent sur le site. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides s'illustre dans la gestion des ordures. Mbobos a des conséquences certaines sur les populations environnantes. Louise Bidza. Dans la commune de Malika, département de Pikine, la décharge de Mbobos accueille l'ensemble des déchets solides de la région de Dakar depuis 1968. Il faut reconnaître que déjà c'est une décharge sauvage. Parce qu'en 1968, quand Mbobos accueillait les premiers déchets, il n'y avait pas d'aménagement préalable. Il n'y avait pas d'aménagement préalable, donc le site était un site brut. Un ancien lac asséché, et à ce moment les déchets ont commencé à être acheminés là-bas. Donc il y a eu que la mise en décharge, l'étalement des déchets uniquement. Donc aujourd'hui jusqu'à maintenant, de son ouverture jusqu'à présent, la seule activité qui est faite, c'est l'accueil des déchets, l'étalement des déchets, le compactage. Mais il n'y a pas eu d'autres activités de couverture des déchets comme il se doit dans une décharge contrôlée. Ce qui fait qu'effectivement, elle fonctionne comme une décharge sauvage. Cette décharge sauvage repose sur 100 hectares, sur les flancs du massif, des habitants, des travailleurs et des commerçants. Une surface qui a des conséquences directes sur les populations. La décharge de Mbobos est source de maladies. Les enfants ont de l'asthme et les adultes de la tuberculose. Ce n'est pas bon pour la santé, pour la population. Et puis, les enfants, on ne peut pas apprendre à l'école parce que les ordures là, les enfants, ils viennent ici pour prendre quelque chose. Pour la vendre. Ça crée que le vagabondage. Ouais. Personne ne travaille ici. On ramasse les ordures, après on le vend. C'est comme ça. Mais on ne peut pas créer les emplois. Des ordures aux conséquences néfastes. Avec le pollué là, tout le monde est malade. L'agriculture, tout est pollué. L'eau qu'on a bu, tout est pollué à cause des ordures là. Des impacts environnementaux qui ont poussé l'État à réagir. Ce qui fait que l'État du Sénégal, en toute responsabilité, aujourd'hui a engagé une réflexion dans le sens quand même de mitiger ces impacts négatifs dans l'environnement et autour quand même du cadre de vie, surtout pour les populations qui travaillent, mais aussi sur les populations environnantes. Et en cela, aujourd'hui, en perspective, il est établi la volonté de pouvoir reconvertir cette décharge. Mbobos est exclusivement destiné aux déchets de la région de Dakar. Il s'agit des ordures solides urbaines. Pour une meilleure gestion des déchets, l'ouvrage a été confié à l'unité de coordination des déchets solides. Cette unité s'attelle à transformer les déchets en opportunités d'emploi. Une communauté de récupérateurs qui arrive à récupérer entre 5 à 8% des déchets qui arrivent sont récupérés pour des besoins de recyclage. C'est essentiellement les matières plastiques, le fer, le papier, carton, donc qui sont récupérés par les acteurs qui s'y trouvent. Actuellement, nous avons dénombré plus de 1500 personnes qui travaillent autour de la décharge, donc en termes de recyclage, mais aussi en termes d'activité commerciale. Autour de la récupération des déchets, une activité économique avec un chiffre d'affaires intéressant. Ces récupérateurs parviennent à obtenir 200 000 francs par mois. Il y a la plateforme, donc là où les déchets sont déchargés. De là-bas, il y a des récupérateurs itinérants qui récupèrent les matières et qui les revendent auprès de grossistes. Les grossistes sont installés au niveau de Guigui et de Baol. Donc c'est deux quartiers qui sont au flanc du massif où sont installés les grossistes qui achètent au jour le jour
les déchets provenant des récupérateurs itinérants et après qu'ils les vendent auprès d'industriels. Parce qu'il y a quand même effectivement des industries de transformation de ces déchets qui les achètent pour en faire des matières premières. Donc essentiellement le fer et le plastique. Mais aussi, il y a aussi des exportateurs qui viennent aussi acheter de la matière première pour les besoins d'export. Pour les populations, la solution à leurs problèmes réside dans la délocalisation de Mbebes. Ce qui est mieux, c'est de délocaliser Mbebes pour que les enfants puissent bien étudier. Aujourd'hui, il n'a jamais été question de délocaliser Mbebes. La délocalisation de Mbebes n'a jamais été question au niveau institutionnel. Je peux vous l'affirmer et le réaffirmer. Ce qu'il en est, c'est que nous travaillons sur une feuille de route pour solutionner de manière durable la décharge de Mbebes. L'État du Sénégal travaille sur un projet intégré. Il s'agit de la valorisation du potentiel économique des déchets dans une perspective de création de richesses et d'emplois. La feuille de route va permettre de reconvertir la décharge de Mbebes pour mieux l'intégrer dans son environnement. Guédiawaye bénéficie d'un centre de recherche et d'essai estimé à hauteur de 70 millions de francs CFA. Cet outil flambant neuf permet aux habitants de promouvoir la culture scientifique. L'inauguration du centre de recherche et d'essai a eu lieu ce matin à Wakhinane Nimzat. Anaïs Nyanyamane. La population de Guédiawaye s'est mobilisée derrière leur maire pour fêter ce joyau. Il s'agit de l'inauguration d'un centre de recherche et d'essai estimé à 70 millions de francs CFA. Dañu gis concrétisation vision président de la République Macky Sall dans le cadre. On a vu la concrétisation de la vision du président dans le cadre du PSE. Selon Macky Sall, 2035 c'est le début du développement. C'est pourquoi il a donné des consignes au ministre pour renforcer la formation des jeunes. C'est ça l'expérience de CREI. Le centre a déjà commencé à fonctionner puisque ce matin, ceux qui ont reçu les différentes formations nous ont offert une belle démonstration de ce qu'ils ont appris à faire et qui concerne les différents arts, qui concernent aussi des activités culinaires, de la transformation, mais aussi les métiers de l'audiovisuel. Après la coupure du ruban, place à la visite guidée des différents ateliers de formation. Le CREI de Guédiawaye a déjà formé il y a 4 mois 1200 bénéficiaires. Nous, les femmes de Guédiawaye, sommes très heureuses de vous recevoir ici dans le centre de recherche et d'essai de Guédiawaye. Un instrument de votre politique d'accès au renforcement de capacités des ressources humaines locales. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous informer que nous avons reçu une formation de qualité. Nous demeurons convaincus que cette formation va contribuer à faciliter notre insertion socio-professionnelle. Il est composé de salles d'informatique, de maintenance, de sérigraphie, d'installation de kits solaires et d'agroalimentaire. Population de Guédiawaye, votre CREI, un outil destiné à vous rapprocher de la science, de la technologie, à utiliser les bénéfices de l'innovation est là. Et c'est votre outil, servez-vous-en. Un outil au service de la communauté que le département de l'enseignement supérieur met à la disposition de toutes les couches socio-professionnelles. Ce centre de recherche et d'essai de Guédiawaye devrait permettre de promouvoir le développement local par le transfert de technologies et le renforcement de capacités des acteurs. 1976-2016, 40 ans, l'âge de la maturité pour Hizbout Tarqiyyah. Ce mouvement mouride a lancé ce samedi les 72 heures des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. L'événement a vu la présence des autorités religieuses conduites par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et gouvernementales représentées par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Habib Mbaye.
Le Premier ministre lance officiellement les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, un événement marquant les 40 ans du Hizb ut-Tarqiyyah. Devant les autorités religieuses venues de Touba, conduites par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les disciples, les membres et sympathisants, parmi eux un membre fondateur qui se rappelle au bon souvenir du Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah, les premiers balbutiements de cette organisation qui boucle ses 40 ans. Je n'ai pensé qu'un jour arriverait, depuis le moment où Serigne Bamba Samb et Serigne Madieng Ndiaye m'ont amené et introduit auprès du Daïra des étudiants mourides, qu'un jour arriverait où je prendrai la parole d'ordre et pour le compte de tous ceux-là qui m'ont pris par la main, qui m'ont formé, qui m'ont initié au mouridisme et qui m'ont appris à être un musulman, un citoyen, et je laissais toujours jusqu'à mon dernier souffle un mouride qui fait la dignité de ses confrères. Dans un discours encyclopédique, le responsable moral du Hizb ut-Tarqiyyah, Atou Diagne, a passé en revue les différentes péripéties qui ont jalonné la vie de l'organisation. Il y a aujourd'hui une raison suffisante pour parler des 40 ans d'existence de Hizb ut-Tarqiyyah, 1976-2016. Le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah comptait en surabondance une génération fraîche, encore fraîche, issue de mai 68, caractérisée par une remise en cause de l'autorité de l'État à cause des révoltes de nature sociale, culturelle et politique. Le système en place nous voyait de notre œil, n'appréciait pas à sa juste valeur la référence que nous nous étions choisis en la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. L'autorité temporelle voyait plutôt en nous des intellectuels qui, avec la puissance du mouridisme et le nationalisme de Cheikh Abdoulaye à l'époque, notre mentor, intellectuels qui pouvaient donc cacher des intentions politiques. Serigne Atou Diagne de dévoiler un plan de campagne culturelle et religieuse de ces journées culturelles. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, tout comme Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, ont rappelé, tout en revisitant la dimension spirituelle de Serigne Touba, qui doit guider tout bon disciple incarné par les Hizbou. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de considérer cet événement comme une piqûre de rappel, une invite à œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba et de faire en sorte que son message guérisse ce monde malade, marqué par des dérapages de toutes sortes. L'évocation de Cheikh Al-Khadim est vitale au moment où le monde suffoque à cause des étreintes répétées de fanatiques qui, au nom de la religion, sèment un peu partout mort et désolation. La vie de Cheikh Al-Khadim, toute sa vie, est référence. Résistant à toute forme d'aliénation ou d'acculturation, qu'elle soit d'Occident ou d'Orient, le Cheikh a tracé pour ses disciples, que nous sommes, les aspirants à la voie de Dieu, les lignes qui préfiguraient l'indépendance, l'autonomie, l'égalité entre peuples et cultures dans une fraternité humaine. Ainsi, après le King Fahd Palace, d'autres places seront le point de ralliement de la communauté mouride et du Hizb ut-Tarqiyyah pour montrer les autres facettes de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dans des dimensions à la fois culturelles, festives et religieuses qui mettront en valeur le statut de serviteur du prophète Khadimou Rassoul, l'abreuvoir des assoiffés. Parlons de cette journée 7-7 organisée à Tivaouane-Diacksao dans la banlieue de Dakar. Eiffage a offert à la municipalité du matériel de nettoyage, un geste hautement apprécié par les populations qui se sont mobilisées pour la propreté de leur quartier à Wandiaï. Le groupe Eiffage a décidé d'appuyer les quartiers de la banlieue avant l'hivernage. Les populations de Tivaouane-Diacksao se sont mobilisées pour une journée 7-7L. Ce matériel, offert par Eiffage, est destiné à rendre les quartiers propres. C'est une première dans cette commune, donc nous ne faisons que remercier toute l'équipe de l'Eiffage et que cet partenariat-là, nous souhaitons que cet partenariat, qu'on puisse la consolider et que ça aboutit à des trucs où toute la population se sentira que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, Madame le maire est ici présente, l'équipe municipale est là
les délégués de quartier sont représentés, les mouvements de femmes sont là, les associations sont là. Je ne peux pas terminer aussi sans remercier la Convention des jeunes de la banlieue. Eiffage Sénégal a toujours investi dans l'humanitaire. Pour célébrer ses 90 ans d'existence, des activités de ce genre sont régulièrement organisées dans les quartiers. Si nous sommes présents à Tivaouane Diacksao, ce n'est pas un hasard. Tivaouane Diacksao fait partie des communes qui sont riveraines, le tour à péage qu'exploite Sénèc Eiffage, et que nous sommes censés exploiter pendant 30 ans. Et pendant ces 30 ans, nous tenons à entrer avec les communes riveraines des relations de bon voisinage. Et c'est dans le cadre de ces relations de bon voisinage et dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise d'Eiffage que nous sommes là pour vous accompagner dans ces opérations pré-hivernales de préservation du cadre de vie à travers cette opération que nous avons convenu d'appeler Setal Samago. Donc nous sommes là avec vous pour vous accompagner et nous serons là pour toute autre opération que requiert l'intervention et la présence d'Eiffage. Au nom des populations, la mairie de Tivaouane Diacksao a remercié la direction de Eiffage pour ce soutien. Les premiers coups de balai ont été lancés. Avec ce matériel de nettoyage, les populations vont veiller à la propreté de leur quartier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Cher Bambagay sera là pour le dernier journal. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de 20h. Voici le titre. Agenda chargé pour le chef de l'État à Kigali. Macky Sall a présidé la réunion du NEPAD sur la maîtrise de l'énergie sur le continent. Il a également participé à la rencontre sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Le président Macky Sall qui a condamné vigoureusement la tentative de coup d'État en Turquie. Le pays a échappé en coup d'État. L'armée a tenté de déposer le président Recep Tayyip Erdogan. La tentative a fait donc plusieurs victimes. Dakar abrite une conférence de haut niveau dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale. L'éradication des crimes sexuels est au centre de cette rencontre présidée par le Premier ministre. Et puis dans les préparatifs du Conseil des ministres délocalisé, nous abordons ce soir la question des infrastructures. Nous parlerons du pôle urbain du Lac Rose et de la baie de Anne avant de terminer par Mbabas. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui à Kigali la réunion du comité d'orientation du NEPAD. L'accent a été mis sur la maîtrise de l'énergie sur le continent à travers le mix énergétique. Le président Macky Sall a également pris part à la rencontre sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Pape Biram Biguenyaï. Première journée du chef de l'État à Kigali. Elle démarre au pas de charge à 8 h du matin. Le président Macky Sall attendu à une rencontre de haut niveau sur le projet d'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Autour de la table, la nouvelle présidente en exercice de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, le premier ministre éthiopien, la ministre rwandaise de l'agriculture, le président de la BAD et des représentants d'institutions financières telles que la Banque mondiale, entre autres. Le sujet est capital et touche directement le vécu des populations, notamment les femmes. Alors pour le président Macky Sall, plus question de tergiverser sur l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Le moment est venu d'agir. Je salue avec beaucoup de plaisir le rôle de la Banque africaine de développement, avec l'engagement connu d'Adesina, son engagement pour la mise à disposition de ressources de l'ordre de 3 milliards de dollars. Je pense qu'il serait urgent de mettre ces ressources à la disposition des femmes africaines. Évidemment, le système bancaire n'est pas... Le système bancaire, nous le savons, s'il n'y a pas d'accompagnement, ne permet pas d'aller et d'atteindre les objectifs, puisque d'abord les taux de crédit pour les femmes sont extrêmement élevés sur le continent. C'est un combat que je mène au Sénégal
et il faut baisser ces taux à moins de 3% pour l'agriculture. Normalement, d'ailleurs, nos actions devraient permettre de bonifier totalement et de permettre aux femmes agricultrices africaines d'avoir accès à taux zéro à des crédits pour le financement de leurs activités. Action, le mot qui résume tout. Financement, accès au crédit, aux fonciers, aux semences et au matériel agricole. Tout un schéma de restauration d'un équilibre à la fois social et économique. Au Sénégal, dans le sud notamment, ce sont les femmes qui portent l'agriculture à travers le riz. Alors il est temps de les considérer comme de véritables actrices du développement. L'espoir est permis. En Afrique, le NEPAD est aussi source d'espoir. Le chef de l'État a présidé la rencontre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. Plusieurs progrès sont notés. Malgré nos difficultés, la mise en œuvre des stratégies continentales est en train de s'accélérer. Il en est ainsi du programme de développement des infrastructures qui se poursuit sans relâche sur l'ensemble du continent grâce à la détermination de qualité. On est sorti maintes fois pour commander de l'eau, mais enfin, voilà, le PIDC va enfin nous sortir du gouffre. L'autorité de la région de Kaolack a reçu la délégation du programme d'urgence développement communautaire. Il s'est félicité de la célérité des travaux en cours dans sa région, non sans formuler quelques suggestions. L'USAID vient de lancer à Ziguinchor un nouveau projet dénommé Assainissement, changement de comportement et eau pour le Sénégal. Il s'agit de développer des services durables d'eau et d'assainissement d'un montant de près de 20 millions de dollars. Ce projet va toucher 6 régions du Sénégal. Abdoulaye Zban. Ce projet, qui va durer 5 ans, a pour rôle de développer des services durables d'eau et d'assainissement. Il va améliorer les pratiques d'hygiène et l'état nutritionnel des populations de la région de Ziguinchor. Accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement d'une manière durable avec une approche marché. Ce qui veut dire aider le développement des marchés autour de l'eau et de l'assainissement. Regarder où est-ce qu'on peut avoir des efficiences dans les chaînes de valeur pour réduire le prix, surtout au niveau de l'assainissement. Financé par l'USAID, le projet Assainissement, changement de comportement et eau pour le Sénégal ou encore Access vient accompagner des réformes du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement qui sont adoptées par le gouvernement du Sénégal. Appuyer le gouvernement du Sénégal à tous les différents niveaux pour mieux planifier, mieux coordonner l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le projet va travailler dans 6 régions, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba et Matam. Le coût du projet, c'est à peu près 20 millions de dollars américains. Nous sommes tout heureux de contribuer à la mise en œuvre de ce projet qui en réalité cadre avec les orientations de l'État du Sénégal et plus particulièrement dans les secteurs de l'assainissement et de l'hydraulique. Parce que la volonté affichée de l'État, c'est en réalité de corriger les disparités régionales. Cette rencontre a été l'occasion d'informer tous les intervenants sur les objectifs et les résultats attendus. Ainsi, un autre atelier régional de validation est prévu dans les mois à venir afin de partager d'autres informations sur le projet Access. Ici à Dakar, la commune des Parcelles Assainies souffle ses 20 bougies. Le conseil municipal célèbre ce 20e anniversaire à travers un vaste programme d'activités qui vise à améliorer les conditions de vie des Parcellois. Le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture des manifestations. Pape Kolingom. C'est par une minute de silence à la mémoire d'illustres fils des Parcelles Assainies rappelés à Dieu, suivi par l'exécution de l'hymne national, que les activités marquant les 20 ans de la commune des Parcelles Assainies ont été officiellement lancées. Les 20 ans de la commune des Parcelles Assainies, c'est 20 ans de la réforme de 1987, qui fut une réforme majeure, une réforme historique, une réforme qui avait fait que les territoires dans ce pays avaient acquis
leur statut et leur noblesse. Pendant 3 jours, autorités administratives, locales et religieuses, personnes ressources et experts vont passer à la loupe les différents défis et enjeux de la commune des Parcelles Assainies. Parmi les projets planifiés à court terme, nous avons par exemple le projet d'hôpital de 200 lits que nous voulons construire avec le soutien de la ville et de l'État. Les nouvelles infrastructures pour l'éducation que nous attendons de l'État, la bibliothèque municipale, le centre d'état civil, mais aussi des infrastructures routières avec la deuxième phase de la BOD avec la ville de Dakar, mais aussi l'important programme de pavage avec un système important par rapport à l'emploi des jeunes. La sécurité, un deuxième poste de police à l'unité 15 avec le ministre de l'Intérieur. Venu présider la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre de la Gouvernance locale a magnifié l'initiative. L'initiative que vous avez prise de commémorer les 20 années d'existence de la commune des Parcelles Assainies est une excellente initiative. De mon point de vue, car vous offrez aux Parcelloises et aux Parcellois, mais également à tous les amis et partenaires de votre commune, l'opportunité de réfléchir sur la trajectoire et n'autorise plus et ne tolère plus aucun coup d'État, aucune prise du pouvoir par des formes non constitutionnelles, et je pense qu'il doit en être ainsi partout dans le monde. Je condamne donc fermement cette tentative de coup d'État. C'est donc la condamnation du chef de l'État après l'acte de terrorisme à Nice en France et puis la tentative de coup d'État en Turquie. La Turquie qui a donc échappé à un putsch mené par un groupe de soldats rebelles. Le dernier bilan fait état d'au moins 265 personnes tuées et 2800 militaires arrêtés. 34 généraux et colonels ont été démis de leurs fonctions. C'est Dina Fall. Les événements ont débuté vendredi soir, mais le putsch a échoué. Au moins 265 personnes, dont de nombreux civils, auraient été tués dans la tentative de coup d'État d'un groupe de soldats rebelles qui a été maté ce samedi matin. Les forces de sécurité turques ont arrêté plus de 2000 personnes, pour la plupart des militaires en lien avec cette tentative. 5 généraux et 29 colonels rebelles ont été démis de leurs fonctions sur ordre du ministre de l'Intérieur. Tôt ce matin, le président Recep Tayyip Erdogan est rentré à Istanbul après avoir interrompu ses vacances et assuré que tout allait bien se terminer. Le président Erdogan s'est offert le soutien d'une population effrayée par la perspective de vivre sous le joug de l'armée et qui a massivement répondu à son appel à descendre dans les rues. Des soupçons visent Fethullah Gülen, opposant qui vit en exil depuis 17 années aux États-Unis. Des coups de feu sporadiques étaient toujours audibles au petit matin dans plusieurs quartiers d'Ankara et d'Istanbul, après une nuit de violence marquée par des explosions causées par des bombardements. Ankara, dans la capitale, chars d'assaut et militaires ont envahi les rues. Un couvre-feu a été imposé et les vols d'avions ont été annulés. Voilà, 265 morts et près de 2800 arrestations dans les rangs de l'armée. C'est le bilan encore provisoire du putsch manqué en Turquie. Ici, chez nous, des experts, des universitaires, des magistrats, avocats et membres de la société civile venus de différents coins du globe sont à Dakar pour engager une réflexion générale pour l'éradication des crimes sexuels. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale, une conférence de haut niveau présidée par le Premier ministre, c'était ce matin, Maman Moussagna. Des exactions, l'Afrique en a connu, des violences sexuelles aussi. Des crimes graves qui heurtent la conscience. C'est le cas en Centrafrique, par exemple. Un phénomène qui a marqué et continue de marquer mon pays au fer rouge et qui doit être éradiqué. En Guinée, depuis 1958, les droits humains sont bafoués. Le temps est venu de mettre fin à cette situation. Nous travaillons en parfaite complémentarité avec la CPI, notamment concernant les massacres du 28 septembre 2009. Où le pays est en train d'assumer sa responsabilité. Pour faire face à ces crimes graves contre le droit international humanitaire, la Cour pénale internationale a été créée. C'était en 1998, le 17 juillet. Un anniversaire célébré au Sénégal avec la CPI et sa présidente. Je voudrais à travers vous remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, en organisant cette cérémonie aujourd'hui, ici à Dakar, avec comme thème les crimes sexuels et à la caractère sexiste. Le Sénégal témoigne une fois de plus ce solide engagement.
Le Sénégal, premier pays au monde à ratifier le statut de Rome, cela témoigne de son engagement à mettre fin aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Il nous faut développer la complémentarité prévue par le statut de Rome. Il nous faut aussi sans cesse exhorter les États et les différents acteurs à renforcer la coopération avec la Cour pénale internationale et à travailler à l'universalité du statut de Rome. 3 panels sont prévus au cours de cette rencontre. Ils portent sur l'émergence de la justice pénale internationale, la prise en charge des crimes sexuels, les échanges de pratiques et d'expériences, entre autres. Pour un retrait efficace des enfants de la rue, il faudra impliquer tous les acteurs. C'est la conviction de Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui a reçu un groupe de maîtres coraniques de Badianougor et de Ndayudara. Ces acteurs du programme de retrait ont décidé d'œuvrer pour le respect des droits des enfants à Basso. Un important volet est accordé à la communication et au dialogue avec les acteurs de la petite enfance. Ils sont maîtres coraniques, arabisants, Ndayudara ou Badianougor à répondre à l'appel. Cette rencontre a permis d'échanger d'expériences pour une meilleure prise en charge des apprenants. Le droit à l'éducation. L'État doit prendre ses responsabilités pour une bonne éducation des enfants. Le président ne cible pas les talibés, mais les enfants. Dans la rue, on voit des enfants de tout âge. Certains les exploitent simplement. Et nous sommes contre cela. Une famille, un bol. Une famille, un bol veut dire que c'est pour assurer au moins à chaque talibé qui habite dans un même endroit que cette maman de Dara pour qu'il puisse au moins manger. Les groupements de femmes doivent s'impliquer avec des cotisations de 50 ou de 100 francs. Nous assurons la prise en charge de nombreux apprenants à Touba. Ces cotisations permettent même de les soigner. Une des expériences parmi tant d'autres objets de débat, un débat riche et fructueux, voire participatif, puisque de l'avis de la tutelle, l'amélioration des conditions de vie et d'études de ces apprenants est une affaire de tous. Tous les acteurs sont invités à s'impliquer dans ce processus de retrait des enfants dans la rue. C'est un problème qui ne concerne pas uniquement les Dara, mais il y a des familles qui sont concernées. Des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants, des bébés parfois. Il y a un bébé d'1 mois dans la rue, qu'on a pris dans la rue, et le processus a été de les sensibiliser sur les dangers et de la loi qui interdit la maltraitance des enfants dans la rue, l'exploitation des enfants. Il y a une activité d'accompagnement qui s'est déroulée au centre Guindi, qui a consisté à mettre à la disposition des maîtres coraniques qui ont accepté de venir retirer leurs enfants des appuis. Les Badianougor et les Ndayudara jouent un rôle important dans leurs localités respectives. Elles sensibilisent et elles mènent des actions en faveur de la communauté. Ces relais ont été sensibilisés sur le programme de retrait des enfants de la rue, un programme qui vise la promotion des droits et la protection des enfants. Ouf de soulagement des populations de Kirbiran dans la région de Kaolack. Elles vont bientôt disposer d'un forage d'un débit de 40 mètres cubes heure. Le PUDC qui a construit l'ouvrage a procédé à la réception provisoire. Pape Bounatiao. Les populations de Helcom Biran ne se sont pas fait prier pour sortir accueillir leurs bienfaiteurs. Ce forage en construction dans leur village est un vieux rêve qui, grâce au programme d'urgence de développement communautaire, se concrétise. Le forage est arrivé à point nommé. La commune compte 33 villages qui dépendaient d'un seul forage. Donc vous imaginez le problème. Si aujourd'hui on a un autre forage ici à Kirbiran, c'est vraiment un soulagement. Le forage de Kirbiran polarise 6 villages au total et devrait débiter à 40 mètres cubes heure. Il sera accompagné d'un château d'eau de 200 mètres cubes, 20 bornes fontaines et 2 abreuvoirs. L'infrastructure mettra fin aux longues corvées des femmes à la recherche du liquide précieux. Elles pourront également développer des activités de maraîchage.
Nous rendons grâce à Dieu puisque le forage est là. Nous pourrons développer nos activités et d'ailleurs nous sommes déjà organisés en GIE. bokk nag danañ mën a autoriser ñu takku liggéey boo gisee suma groupement bi ma def bokk jom Xelkom Biram takku liggéey tax. À Ngekor, toujours dans la zone, le forage construit en 1984 est atteint par la limite d'âge ainsi que le château d'eau qui est presque devenu un danger permanent pour les populations. Le PUDC a pris l'engagement d'effectuer des travaux de rénovation et de renforcer le débit au grand bonheur des habitants de cette zone. Tous les chefs d'État, l'agriculture africaine est devenue un important levier de transformation économique à la faveur de l'intégration par la déclaration de Malabo, l'intégration des chaînes de valeur qui offrent des perspectives d'emploi aux jeunes et aux femmes tout en contribuant à la promotion de l'entrepreneuriat et du commerce agricole. Désormais, cap sur l'industrialisation du continent, avec un enjeu et défi de taille, l'autonomisation énergétique, à travers notamment la mise en place d'un fonds pour l'électrification de l'Afrique. Là-dessus, le continent doit rester solidaire, dira le président Macky Sall, et ce, pour une exploitation optimale des ressources naturelles en énergie. Bref, éviter de tomber dans le piège du changement climatique. Là aussi, c'est un autre piège qui nous attend. Tout le monde sait qu'il faut un mix énergétique équilibré pour assurer vraiment l'autonomie de l'Afrique en matière énergétique. On ne peut pas, pendant que tous les autres continents ont un mix équilibré, vouloir interdire à l'Afrique d'utiliser également ses sources d'énergie, la géothermie, le charbon. Il faudrait évidemment que les technologies propres qui accompagnent ces sources d'énergie fassent que nos partenaires et nos bailleurs, notamment la Banque africaine de développement, puissent continuer à financer les projets déjà en cours sur le continent et à venir dans le cadre de cet engagement fort, puisque l'Afrique, on le sait, ne fait pas partie de ceux qui menacent fondamentalement la couche d'ozone, parce que notre contribution dans la pollution reste absolument marginale. Moment d'échange et de partage entre leaders africains, en prélude à l'ouverture de la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'agit de parler d'une seule voix ce dimanche à Kigali. En marge de ces rencontres, le chef de l'État a condamné l'attentat terroriste de Nice. Il a présenté ses condoléances au peuple français. Le président Macky Sall, qui s'est également prononcé sur la tentative de coup d'État militaire en Turquie. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Bigadiaï. Un attentat d'une gravité extrême, un acte inqualifiable qui nous rappelle simplement que la question du terrorisme n'est plus une question isolée. Elle n'est plus une question qui concerne seulement la France ou le Mali ou tel autre pays. Aujourd'hui, nous avons un cancer qui s'est gangréné sur le monde entier. Il y a des formes différentes et nouvelles d'intervention des terroristes. C'est dire qu'il faut une prise de conscience universelle sur la nécessité d'harmoniser les moyens de lutte et de faire en sorte que, évidemment, le terrorisme soit vaincu. Les pays musulmans sont les plus grandes victimes du terrorisme, et depuis fort longtemps. Mais nous sommes arrivés à un point où aujourd'hui, c'est la conscience universelle qui est éveillée. Et donc, il faut mettre les moyens qu'il faut, la coordination qu'il faut pour traiter de façon déterminante cette question. Sinon, nous aurons encore beaucoup de situations, malheureusement, comme celle que nous venons de vivre à Nice et partout dans le monde, puisqu'il suffit d'une personne mal intentionnée ou décidée à mourir pour entraîner avec elle un nombre incalculable de victimes. Et n'importe quelle occasion peut être un moyen d'entraîner un carnage comme ce qu'on a vu à Nice. Je renouvelle mes condoléances au peuple français, au gouvernement et au président Hollande en cette douloureuse circonstance. Le cas de la Turquie a indiqué combien les pays peuvent être fragiles. Parce que la Turquie, c'est quand même un pays européen, c'est un pays qui fait plus de 80 millions d'habitants, qui a une économie forte. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, des militaires puissent comme ça, parce qu'ils détiennent des moyens, des armes,
puisse se réveiller pour renverser un gouvernement élu. C'est tout à fait inacceptable et il faut que le monde entier condamne ce fait. D'ailleurs, sur ce plan, l'Afrique aujourd'hui est en avance, puisque l'Union africaine